Bonjour à tous, on est vendredi et comme chaque vendredi à midi, on est en direct pour une vingtaine de minutes, pas une petite, une vingtaine de minutes pour aborder un sujet en particulier, un sujet que vous m'avez suggéré dans vos commentaires ou alors en message privé, par mail, pour que je puisse finalement faire des sessions live en vidéo en m'adaptant le plus à ce que vous souhaitez que j'aborde. Alors aujourd'hui, justement, je vais repartir sur un message privé qui m'a été envoyé au courant de la semaine. Un message privé, je vais dire son prénom parce que je pense que ça ne rompt pas une éventuelle confidentialité qu'il voudrait garder. Un message privé d'un certain Julien qui m'a contacté pour savoir comment est-ce qu'on fait quand on fait des bilans dans le cadre de la démarche diagnostique des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'a pas de proches, quand il n'y a pas les parents ou les personnes qui ont éduqué la personne qui vient nous consulter pour nous donner de l'info sur toute la période neurodéveloppementale. Comment est-ce qu'on s'en tire puisque, peut-être que vous l'avez déjà en tête, pour faire un bilan diagnostique entrant dans le cadre de la démarche diagnostique des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte, on respecte les critères du DSM-5, d'accord? Et dans les critères du DSM-5, notamment pour l'autisme, pour le TDAH et pour quelques-uns autres, eh bien, il faut qu'il y ait ce critère de valide que les symptômes, les comportements problématiques, atypiques, soient présents dès la période neurodéveloppementale. Alors avant 12 ans ou avant 16 ans, 18 ans, selon les troubles que l'on vise. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, cette vidéo va traiter de ça aujourd'hui. Alors, bonjour à tous ceux qui arrivent et merci d'être là sur le live. Hello à tous. Alors, juste avant de se lancer sur le sujet donc, que je viens de proposer, sachez que la personne qui a gagné le concours la dernière fois, qui a gagné un cerveau, elle l'a choisi rouge, une tasse Genepsy comme celle-ci, mais propre hein, évidemment, et un bouquin. D'accord? Donc c'est le bouquin qui est par là, ici, du docteur Annick Vincent. Mon cerveau a encore besoin de lunettes. D'accord? Eh bien, le colis est parti. Donc, tu devrais le recevoir, je pense, courant semaine prochaine, si tout va bien au niveau de la poste. Voilà. Et puis, j'ai eu des commandes de cerveau comme ceci. Et pareil, elles sont parties hier ou aujourd'hui. Voilà. Pour les petites news au niveau des cerveaux. Ok, alors, comment est-ce qu'on fait si notre patient adulte présente tous les signes et les comportements qui se rapportent à l'autisme ou au TDAH par exemple, ou au syndrome de Gilles de la Tourette, on va prendre ces trois-là, mais qu'on n'a pas de répondant pour la période du neurodéveloppement. Déjà, sachez que c'est plus la règle qu'une exception. En général, quand on travaille avec des personnes adultes, on a difficilement des répondants. Soit parce que les répondants ne sont pas disponibles, parfois il y a des tensions dans les familles qui font que c'est plus possible de communiquer avec les parents parce que les tensions sont trop importantes. Parfois les parents sont décédés ou fortement malades, et bien là évidemment on ne va pas aller les interviewer. Il y a d'autres situations où les personnes qui nous consultent ont été abandonnées ou n'ont plus de nouvelles du tout de leurs parents. Et pareil, dans ce cas-là, c'est pas possible. Il y a d'autres situations où les parents ne sont pas du tout partie prenante de la démarche. Et dans ce cas-là, ils refusent, soit parce qu'ils pensent que la démarche de leur enfant ne sert à rien, ou qu'ils ne croient pas au psychologue, des choses comme ça arrive. Et toutes ces raisons qui font qu'on ne peut pas interviewer les personnes qui ont élevé notre patient, eh bien ça pose problème, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire un diagnostic entrant dans le cadre du diagnostic des troubles du neurodéveloppement, il faut avoir l'information, d'accord, clinique, que les symptômes, que les troubles, que les comportements particuliers étaient bien présents dans la période neurodéveloppementale. Okay, et ça, on ne pourra pas compter sur la mémoire de notre patient, d'accord, de la personne qui nous consulte. On pourra interviewer la personne qui nous consulte à partir de l'âge du collège, mais avant, c'est quand même compliqué au niveau des souvenirs. D'ailleurs, attention, quand vous interviewez une personne qui est la personne qui vous consulte, qu'elle a 40, 50 et plus, oui, plus ça existe. Hein. La dernière fois, j'ai reçu une personne de 70 ans et d'ailleurs, on avait fait un webinaire, c'est la personne qui s'appelle Jo, si vous voulez
s'il y en a qui ont suivi ce webinaire-là. Donc c'est possible, d'accord. Il y a des personnes qui ont un âge qui va dans 50, 60, 70 et qui demandent un diagnostic, d'accord. Donc ce que je disais, c'est que lorsqu'il y a des personnes de cet âge-là, non, je sais plus ce que je disais. Zut, je me suis perdue, aidez-moi. J'étais en train de parler de... Bon, alors, merci à tous ceux qui sont arrivés. Hop, j'essaie de noyer le poisson. Quand les gens viennent faire un diagnostic, j'étais en train de dire, c'est plus la règle que qu'on n'ait pas de personnes à interviewer, ok. Et puis j'allais dire comment est-ce qu'on fait ensuite. Ouais. Bon bah je vais reprendre à partir de là. Sinon vous me mettez en commentaire là où j'en étais parce que j'ai perdu mon fil. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Oui, si je parlais de la mémoire. Voilà, ça m'est revenu. Donc attention quand on interviewe les personnes qui nous consultent sur la mémoire. Il y a toujours à prendre avec précaution, à bien écouter le discours, éventuellement à reposer des questions une fois sur l'autre pour voir si les réponses sont sensiblement similaires pour être sûr qu'on n'est pas dans des choses qui ont été reconstruites. Et après, il faut toujours faire attention sur les faux souvenirs qu'on ne pourra pas forcément détecter puisque c'est très faiblement possible, mais cela existe. Et sur la période du collège, peut-être moins au lycée, on est potentiellement enclin à se faire, entre guillemets, avoir par des faux souvenirs, pas volontairement, hein, mais de la personne qui nous consulte. Donc ça, il faut faire attention. J'ai lu un truc sur les faux souvenirs dans l'entretien clinique, je ne sais plus où je l'ai lu, il faudrait que je le retrouve. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il faut déjà que je retrouve où j'ai lu quelque chose sur l'interview des adultes et sur leur période liée à l'adolescence, qui était une période sensible en termes de capacité, enfin de souvenirs, de mémoire. C'était assez intéressant. Ok, donc maintenant, si vous avez 0 répondants pour la période du neurodéveloppement, eh bien, on fait avec. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc moi, ce que je recommande, et en tout cas ce que je fais pour ma part, déjà, c'est que je prends des pincettes quand je vais conclure. Et puis, je vais du coup aller vraiment chercher beaucoup d'infos sur la période ado, grand ado, adulte, la période dont la personne se souvient le mieux, et aller rechercher si tous les autres signes, donc la première R et la deuxième R pour l'autisme, l'hyperactivité, impulsivité et l'inattention pour un éventuel TDAH, les signes de tic sonore ou moteur ou gestuel, comme on veut, pour une suspicion de Tourette ou de tic chronique, ça, je vais aller chercher ces symptomatologies-là chez la personne qui me consulte. Ce qui me permettra, si c'est positif, de conclure à actuellement la personne rentre dans les critères, donc première R, deuxième R pour l'autisme, ou impulsivité, hyperactivité et ou inattention pour le TDAH. Actuellement, d'accord, et j'insiste vraiment, genre en gras souligné, actuellement la personne entre dans les critères diagnostiques et on les note entre parenthèses si on veut RA, RB par exemple pour l'autisme, du trouble de spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, d'accord. Je vais vous reprendre le DSM pour vous donner peut-être des informations beaucoup plus précises, parce que je ne le connais pas non plus par cœur. Tac. Donc dans le mini, hein, c'est page 24. Donc vous mettez que actuellement l'air A et l'air B c'est ok. Par contre vous voyez bien que le point C, enfin vous voyez bien, vous verrez, les symptômes doivent être présents dès les étapes précoces du développement. Donc là, il va falloir faire une phrase qui indique que vous n'avez pas pu interviewer des répondants sur la période précoce du développement et que donc vous ne pouvez pas vous prononcer sur la présence des symptômes aux étapes précoces du développement. Alors là, je le fais comme ça à l'oral, hein, évidemment, je pense qu'à l'écrit, il faut reformuler un petit peu. Attention, chose très importante, il ne faut pas confondre l'absence de données sur la période du neurodéveloppement et des données sur la période du neurodéveloppement, mais qui ne mettent pas en évidence l'ensemble des critères de l'autisme. Je m'explique. Prenons l'exemple où malheureusement les parents de la personne qui nous consulte sont décédés. Et que c'est les parents qui ont élevé notre patient et personne d'autre. Voilà, un truc un petit peu pur pour l'exemple. Dans ce cas-là, s'ils sont décédés, vous n'aurez aucun moyen d'avoir une information
fiable sur la période précoce du développement. C'est plié, d'accord? Et donc, pour ma part, ce que je fais, c'est ce que je vous ai dit juste avant. On dit que les signes, les symptômes, les comportements liés à l'autisme qui rentrent dans les critères sont présents actuellement et depuis quelques années, je ne sais pas s'il a 40 ans, probablement qu'il peut vous dire, le patient, que c'est présent depuis au moins 20 ans. Là-dessus, il y a des souvenirs qui pourraient être cohérents et être tout à fait réels. Donc, les critères, les symptômes, les comportements pour la première et la deuxième ère sont présents depuis au moins 20 ans. Okay, mais on ne peut pas recueillir d'informations sur la période neurodéveloppementale parce que les parents sont décédés, en gros. Et là, on est dans la situation où on ne peut pas avoir d'informations sur la période précoce du développement. L'autre chose à ne pas confondre, c'est on a des informations, mais dans ce recueil d'informations sur la période précoce du développement, on n'a pas l'ensemble des critères qui permettraient de poser le diagnostic. D'accord ? Et là, c'est encore différent. Je pourrais en reparler dans une autre vidéo, encore une fois, si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est hyper important de faire cette distinction-là. Je vais finir quand même sur l'absence de personnes sur la période précoce du développement, puisque c'est le thème de la vidéo aujourd'hui. Ensuite, il y a les autres critères. Les symptômes occasionnent un retentissement clinique significatif. Évidemment, ça vous le notifiez. Si ça n'est pas le cas, c'est c'est à réfléchir parce que dans ce cas-là, on n'est pas dans un trouble. Comme je le répète et comme le répète aussi très très bien Sébastien Oral, s'il n'y a pas d'impact fonctionnel, si ça ne pose pas de problème, c'est pas un trouble. Et puis eux, c'est le différentiel, c'est pas mieux expliqué par d'autres troubles. D'accord ? Donc là, c'est le cas où on a 0 info. Alors, 0 info, c'est quand même relativement rare d'avoir rien du tout, même si je suppose tout à fait que ça puisse exister. On a régulièrement quand même si on n'a pas de personnes à interviewer, on peut avoir des comptes rendus, des anciens comptes rendus médicaux. Parfois, les gamins passent par un CMP quand ils sont plus jeunes et ils vous ramènent le compte rendu, ça arrive. Et puis, on voit une belle conclusion de dysharmonie psychotique. Bon. Ok, mais ça nous oriente quand même si le médecin ou le psychologue de l'époque a pris le temps de un petit peu décrire ce qu'il a observé. Voilà. Là, on est purement dans la clinique et nous, ça nous permet ensuite d'implémenter à notre évaluation actuelle. Donc, il y a des comptes rendus qui peuvent être fournis. Regardez, surtout dans ces moments-là où vous êtes seul par rapport à la période précoce, les bulletins scolaires, les annotations des profs, c'est une mine d'or. Okay, parfois, c'est pas Jojo, parce que parfois j'ai envie de chialer quand je vois certaines annotations des profs. Je me dis, mais mon Dieu, si j'avais reçu ça, mais je me serais. Mais ça donne beaucoup d'informations sur le comportement à l'école de la personne. Donc, n'hésitez pas à demander à chaque bilan quelques bulletins scolaires, si on peut, quelques-uns de l'école primaire, quelques-uns du collège et quelques-uns de la terminale. Comme ça donne un peu une vision longitudinale et on peut éventuellement voir une évolution ou pas du parcours de la personne qui nous consulte. Ok, donc les comptes rendus médicaux peuvent contribuer à compenser en partie, ça ne compensera jamais l'interview d'un parent, mais ça peut aider les comptes rendus médicaux, les bulletins scolaires, d'accord ? Et alors, si vous n'avez pas les parents, essayez de voir si la personne n'a pas un meilleur pote, un pote d'enfance, qu'il voit encore bien régulièrement, ou alors un pote qu'il voyait vraiment beaucoup au collège, au lycée, qu'il voit moins maintenant, mais qu'il y aurait moyen de le contacter pour qu'il intègre le bilan et qu'il donne un petit peu son point de vue sur ce qu'il a pu observer. D'accord ? Ça peut être très intéressant. De la même manière, n'hésitez pas à demander à votre patient si il n'a pas un ami ou un membre de sa famille qui le connaît très très bien ou qu'il l'a eu connaître, je ne sais pas si ça se dit, qu'il l'a eu connu sur une période par exemple de 5-10 ans où il se voyait vraiment très très régulièrement. Et cette personne, si elle serait d'accord pour venir répondre à un questionnaire, ce sera pas mal. Et éventuellement, si vraiment vous galérez sur le différentiel, peut-être l'interviewer directement pendant 1 heure. Mais déjà, répondre à des questionnaires, c'est pas mal. Ça vous donne vraiment beaucoup d'infos sur des sources différentes. Et ça, c'est hyper intéressant quand on en est au moment où on synthétise les infos pour interpréter. Voilà. Donc,
Si vous n'avez ensuite que des répondants, mais que par exemple ils veulent uniquement répondre à les questionnaires, mais ils ne veulent pas vous voir, ou alors ils ne peuvent pas vous voir parce qu'ils habitent loin et que vous ne travaillez pas par Skype, enfin par Skype ou par n'importe quelle messagerie vidéo interposée, ou parce qu'ils habitent très loin et ils sont muets donc ils ne peuvent pas vous parler au téléphone, j'en sais rien. Voilà, mais ça peut arriver. Donc déjà, si vous avez des questionnaires à donner à des parents, n'hésitez pas. Même si c'est la seule façon de communiquer avec eux par questionnaire, envoyez déjà un SCQ. Ok, ça je pense que c'est la base. Un SCQ. Envoyez un des questionnaires du cadral à le WFIRSP là, pour les parents. Envoyez ça. Si vraiment vous sentez que les parents sont motivés, vous pouvez envoyer le questionnaire du cadra WFIRSP là. Vous mettez 1 et vous notez qui doivent répondre en pensant à leur enfant lorsqu'il était enfant, d'accord? Et le même questionnaire et vous mettez actuellement, d'accord? Vous voyez la distinction comme ça, vous avez deux informations similaires, mais sur laquelle le parent va répondre en pensant à son enfance lorsqu'il était gamin et en pensant à son enfant actuellement. Donc vous aurez quand même deux visions. Pour ça, vérifiez bien que les parents sont toujours en contact régulier avec le jeune, sinon vous vous doutez bien que les informations seront de plus faible qualité et au risque même de vous biaiser vous quoi, quand vous faites l'interprétation. Ok, donc les questionnaires, c'est une étape indispensable si vous pouvez avoir un contact avec les parents, mais qu'ils ne peuvent pas venir en rendez-vous. Okay, le coup de fil de 1 heure aux parents, c'est toujours très très intéressant. Hein. Parlons, ça me vient toujours par rapport à la question de Julien, là, la question de l'ADI. Donc l'ADI, déjà, donc c'est un questionnaire disons d'anamnèse, mais bien plus poussé, bien plus pertinent sur la question de l'autisme. D'accord ? On peut le faire passer quel que soit l'âge de la personne qui consulte, mais il se fait toujours passer aux parents, d'accord ? Ou à la personne qui éduque la personne qui nous consulte. On ne donne jamais le questionnaire d'ADI aux familles ou à n'importe qui, d'accord ? C'est réservé uniquement à l'usage des professionnels. Ce serait très malvenu que ça tombe entre les mains de familles, puisque c'est un document qui nous sert, nous, à faire le diagnostic, et ça rendrait biaisé notre travail si ça tombait dans les mains des familles. Par ailleurs, il y a les droits d'auteur, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas le partager avec qui vous voulez, ce document de l'ADI. Donc l'ADI R, c'est édité chez Ogreffe. Voilà. Cette ADI-là, dans l'idéal, vous pouvez la faire passer, d'accord ? Donc pour ceux qui seraient un petit peu comme moi, en libéral, relativement isolés, vous pouvez faire passer l'ADIR. Ça prend minimum 2 heures, d'accord ? Ou alors, puisque quand on est en libéral, on n'est pas en ligne 3, on est en ligne 2 ou 1. D'accord ? On n'est pas dans le cadre de diagnostic de CRA, ni a priori, et ça ne devrait pas être le cas, de diagnostic difficile avec des différentiels cognés. On peut reprendre l'ADI et extraire des questions, reformuler l'entretien pour qu'il soit plus synthétique, plus court, et qu'on puisse le proposer aux parents des personnes qui nous consultent. Ça, c'est tout à fait possible. Je crois que je vous avais déjà parlé dans une vidéo de comment rédiger un petit peu son entretien clinique, quelles questions poser en fonction de quelle hypothèse. Et je vous avais dit, moi j'aime bien piocher dans différents tests et questionnaires, par exemple dans la Vineland, dans l'ADI, dans la DOS, et faire un petit peu mon propre support clinique que j'utilise maintenant au quotidien, puisqu'il est fait là depuis quelques années. Je l'actualise régulièrement, mais effectivement, j'ai pris dans différents tests questionnaires existants pour faire quelque chose à ma sauce et qui correspondent précisément à ma pratique et à la façon dont je pratique et aux personnes qui me rencontrent, évidemment. D'accord ? Donc ça, c'est aussi une solution. Reprendre l'ADI, donc que l'on achète chez Ogreffe, et faire l'entretien clinique à sa sauce. Évidemment, vous ne pourrez pas le coter, mais comme je ne fais que le répéter, on est sur du diagnostic clinique pour les questions d'autisme, de TDAH, de TIC et de syndrome de Gilles de la Tourette, notamment. Je vous souhaite un très très beau week-end. Moi, je vous retrouve lundi sur YouTube et sur Facebook pour la nouvelle fiche de lecture qui continuera à traiter du bouquin de
James Morrison. On a beaucoup à dire dessus, donc je vais pas du tout me gêner pour vous le présenter en long, en large et en travers, parce que comme je vous ai dit, c'est un bouquin qui pour moi est complètement indispensable. Donc je vous dis à lundi, passez un très beau week-end. Ciao!